Bonjour. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu, je suis en train de me préparer à lancer du coup des vidéos sur la machine à tricoter. Ça m'a pris un petit peu de temps parce qu'il a fallu que je m'équipe un petit peu avec notamment là un bras pour pouvoir accrocher la caméra au-dessus de la machine. La caméra, je vais pas vous la montrer parce que voilà, vous savez pourquoi. Et puis un petit peu d'éclairage. Donc maintenant que je suis équipé, je me dis que c'est bon, je vais me lancer. Alors pourquoi ça et qu'est-ce que je veux montrer un petit peu. Déjà le pourquoi, c'est que Lysandre me tanne pour que je le fasse depuis quelques temps. Puis j'ai vu que la dernière vidéo qu'on a faite avec elle avait plutôt bien marché. J'ai plein de questions en plus en ce moment sur la machine à tricoter, sur des points un petit peu techniques ou juste des personnes curieuses pour voir un petit peu ce que je peux faire avec, comment que ça marche et tout. Donc je me suis dit allez, je vais essayer de faire une série de vidéos et puis on verra bien ce que ça peut donner. Donc sur le format que j'ai envie d'y donner, je suis pas forcément très carré et tout, donc ça peut changer au cours du temps. Mais ce que je me dis, c'est que ce sera plus un format un petit peu technique sur la machine à tricoter, donc pour découvrir l'univers de la machine à tricoter et pourquoi pas vous donner envie de vous y mettre aussi. Et après, peut-être des points vraiment techniques sur des procédés, par exemple faire une chaussette avec un certain type ou peu importe, ou comme en ce moment je suis en train de travailler sur la réparation d'une machine à tricoter. Donc voilà un petit peu. J'ai pris des notes et je les lis au fur et à mesure, hein. Voilà, donc je voulais faire une petite vidéo d'introduction d'abord sur la machine à tricoter pour aller plus en détail que ce qu'on a pu voir déjà avec Lysandre, pour expliquer un peu le fonctionnement de la machine à tricoter, avant d'attaquer vraiment dans la série de vidéos que j'ai déjà commencé à préparer, qui est sur la réparation d'une machine à tricoter électronique. Je me suis dit que ça peut faire un démarrage un petit peu plus simple comme cela. Donc là on est dans mon antre de la machine à tricoter. J'aimerais bien dire que c'est que le coin machine à tricoter de mon appart, mais en fait non, certains pourraient dire que c'est tout l'appart et je pense qu'ils auraient bien raison. Et là, du coup, on est devant ma machine à tricoter un petit peu principale. J'essaie d'avoir qu'une seule machine en place à un instant donné. Et voilà celle qui est en place en ce moment. On y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors, les machines à tricoter, déjà, c'est quoi? Pour faire une petite introduction assez simple, une petite définition simple, je dirais que c'est un processus mécanique, un outil mécanique qui permet de pouvoir tricoter de manière mécanique. La machine à tricoter, on pourrait dire que c'est de la triche, c'est de la mécanique, c'est de l'industrie et tout ça, il n'y a plus aucun plaisir à créer, c'est la machine qui fait tout pour nous. Eh bien non en fait, la machine à tricoter, elle a été faite pour faire de la maille en droit. Et c'est à peu près tout. Derrière, dès qu'on veut faire des points un petit peu plus compliqués, eh bien ça va demander plus de travail, beaucoup de travail manuel du coup sur la machine pour pouvoir bouger des mailles dans un sens, les bouger dans un autre sens, les mettre ensemble et tout un tas de choses comme ça. Il va y avoir des machines qui vont être un petit peu plus avec plus de fonctionnalités que d'autres. Donc là par exemple ici j'ai en français on peut appeler ouais voilà une double fonture. En anglais on va appeler ça un ribber, qui va me permettre par exemple de tricoter des mailles en verre ou des tubes. Donc pour faire des côtes ou pour faire même des chaussettes en tube directement, ça va être super pratique. Et donc là c'est un ajout qui a été fait à la machine, c'est une extension. Il peut y avoir des machines sans, et donc là si on veut faire des mailles en verre par exemple pour faire des côtes, ça va être beaucoup d'opérations manuelles. Ceux qui ont une LK150 par exemple, c'est une machine simple fonture qui n'est pas disponible avec une double fonture, savent très bien à quel point ça va être très long de faire des côtes. Donc voilà, ce n'est pas de la triche à ce niveau-là, je pense, parce que ça va prendre pas mal de temps de faire n'importe quoi, surtout si on n'a pas les machines adaptées, par exemple de la dentelle, des motifs, des torsades, de la maille en verre. Et en plus de ça, moi en tout cas c'est un autre plaisir que le tricot main, que j'aime bien aussi, voilà, parce que le tricot main ça relaxe et tout. Alors là ça va pas relaxer, hein. Je vous le dis clairement parce qu'on est tout le temps dans l'action, en train de réfléchir à ce qu'on fait et tout. Mais par contre, étant ingénieur de formation, j'aime bien ce côté un petit peu mécanique, réflexion, planification de projet et tout. Mais on verra ça un petit peu plus tard comment ça fonctionne exactement.
Donc des machines à tricoter, il en existe de différents types. Alors déjà, sur la forme de la machine à tricoter, on peut dire, là surtout sur les machines familiales, hein, je ne vais pas parler des machines industrielles, j'y connais que dalle, enfin rien du tout, si on veut être un petit peu plus correct. Et ouais, du coup c'est que des machines familiales qu'on peut avoir chez soi. Voilà. Donc il va y en avoir surtout sous deux formats différents. Donc les machines à plat comme celle-ci, ou bien les machines circulaires. Je vais essayer de mettre des photos, j'ai prévu le petit emplacement là sur le côté pour pouvoir mettre plein de photos. Donc dans les machines circulaires, j'en ai aucune, donc je vais pas trop parler de ces machines-là. On va retrouver déjà les machines un petit peu modernes, 100% plastique, qu'on peut voir sur Amazon par exemple, Adi ou Centro. Il y a plein de vidéos en ligne, c'est des machines qui vont surtout permettre de faire des tubes assez simples, mais il y a des gens sur YouTube qui font des super trucs avec ce type de machine. Moi je n'en ai pas, mais je vous invite à aller voir d'autres vidéos YouTube pour voir un petit peu comment ça marche. Et toujours dans les machines circulaires, il va aussi y avoir les Circular Sock Machines, CSM en acronyme, qui sont des machines à tricoter du coup circulaires qui vont être surtout faites pour faire de la chaussette. Donc là on va pouvoir en trouver en métal, qui auront été fabriquées il y a quelques temps, ou bien elles sont encore produites aujourd'hui par une entreprise américaine. Bon, ça coûte un bras, c'est super dur à trouver, mais voilà, ça existe encore. Donc c'est des machines surtout pour les chaussettes. Et sinon en plastique, il y a aussi la possibilité d'en avoir des très modernes du coup, parce qu'elles ont été faites en impression 3D. Les modèles sont disponibles en ligne, si vous voulez vous en fabriquer vous-même, vous pouvez. Et sinon, il y a des sites qui permettent d'en vendre déjà imprimés en 3D. Voilà. Alors moi je n'en ai pas encore, j'aimerais bien en avoir, mais c'est pas pour tout de suite, donc je vais pas faire de contenu là-dessus non plus. Ce que j'ai surtout, c'est des machines comme celle-ci, donc des flatbed en anglais, ou fonture à plat, je sais pas trop quel est le nom exact en français. Et donc là, le système, c'est vraiment pour pouvoir tricoter des pièces à plat. On peut quand même faire des tubes, notamment avec la double fonture, mais ce n'est pas les fonctionnalités principales de la machine. Parce que dès qu'on va vouloir faire par exemple du jacquard, de la dentelle, des torsades, des côtes, peu importe, on va être obligé de les faire à plat, on ne pourra pas les faire en circulaire. Donc voilà. Après, au niveau des machines à plat, il y a aussi encore plein de variétés. On va pouvoir avoir trois catégories de machines à plat, parce que on dit qu'elles sont basées sur des brevets. Donc il y a trois brevets sur les machines à tricoter. Il y a le brevet français, donc là on va avoir surtout les machines à tricoter Superba, Singer, Fil d'Art. Ces machines-là, on les voit assez régulièrement sur le Bon Coin, parce que voilà, en France, elles étaient quand même assez répandues. Les machines vont avoir très souvent une double fonture intégrée de base, donc ce n'est pas une extension comme sur celle-ci, ça va être vraiment de base sur la machine. Et les deux fontures vont être inclinées sous le même angle. C'est pas mal sur ces machines-là, puisque on va pouvoir tricoter des tubes vraiment corrects avec des mailles identiques des deux côtés, sans écart de tension entre les deux côtés du tube. Ensuite, le deuxième brevet, c'est le brevet suisse, où là on va surtout avoir les machines PASAP. Je n'en ai jamais utilisé, donc je vais pas trop pouvoir en parler. Et ensuite, on a le brevet des machines japonaises. Et là, c'est la très grande partie des machines que je possède aujourd'hui. Là, par exemple, du coup, on est sur une browser, c'est une machine japonaise. Donc, en marque qui vendent des machines japonaises. Aujourd'hui, il ne reste plus que Silverreed qui en vend des neuves. Mais sinon, en machines qui ont été produites pour sous brevet japonais, donc on a Ampizal qui est l'ancêtre de Silverreed avec Singer Studio. On a Browser aussi qui est en fabriqué. Et voilà. Les brevets vont surtout impacter l'architecture un petit peu de la machine, comment les chariots fonctionnent et tout. Mais les fonctionnalités des machines ne vont pas forcément être impactées par le brevet. Leur utilisation un petit peu, il va y avoir des techniques qui vont être plus adaptées à une machine qu'à une autre.
mais en règle générale, le fonctionnement de base de la machine à tricoter de l'aiguille va être le même. Alors la machine à tricoter, comment ça marche? Donc déjà les composants un peu de base de la machine à tricoter, il va déjà y avoir les fontures, là où les fontures. Donc là en l'occurrence j'en ai deux, donc une avant, une arrière. La fonture principale c'est la fonture arrière, c'est là où on va avoir notre chariot avec toutes les fonctionnalités. Devant ça va être un chariot un petit peu plus basique qui va surtout nous permettre de tricoter les mailles envers qui vont être sur la fonture avant. Le but du chariot, donc qui est là cette partie qui translate sur la fonture, ou bien sur la fonture avant, ça va être de bouger les aiguilles qui sont sur la fonture. Donc là par exemple c'est une des aiguilles de rechange que j'ai sur cette machine. On va avoir une maille sur une seule aiguille. Donc là par exemple sur la fonture arrière j'ai 200 aiguilles, j'ai 200 aiguilles aussi devant, donc je vais pouvoir tricoter, si je tricote à plat, au maximum un projet qui va faire 200 aiguilles de large. 200 mailles de large, pardon, si j'ai 200 aiguilles. Le but du chariot donc va être de nous faire avancer l'aiguille d'avant en arrière, et avec le système de crochets et de clapets qui sont là, hop, ouais, on les voit bien, c'est ça qui va nous créer notre maille. Donc le chariot il nous fait avancer l'aiguille pour que la maille qui était déjà sur l'aiguille passe le clapet. Il vient nous mettre le fil sur l'aiguille, il nous fait ensuite reculer l'aiguille pour que la maille qui était derrière, elle repasse le clapet, et ensuite elle tombe de l'aiguille, et comme ça on a une nouvelle maille qui est formée sur l'aiguille. On verra ça un petit peu plus en détail directement sur la machine tout à l'heure. Et donc là nous voilà sur la machine à tricoter. J'ai placé la caméra sur le bras que vous avez vu juste avant, j'ai placé mes éclairages. Et puis j'ai essayé d'avoir qu'on puisse voir la totalité, donc les aiguilles un petit peu principales, là on a à peu près les 2/3 de la machine, les deux chariots pour pouvoir voir leur réglage, et puis on pourra voir le tricot au fur et à mesure qu'il avance au milieu, surtout si je baisse ma fonture avant. Hop, et là on pourra voir le tricot qui avance. Si jamais vous avez des remarques sur ce setup, des suggestions pour l'améliorer ou quoi, n'hésitez pas. Je suis vraiment en phase d'amélioration continue, surtout que là c'est que le démarrage. Donc voilà. Alors cette machine, du coup c'est une Brother 940. Je ferai peut-être une vidéo un petit peu plus détaillée sur la présentation des machines que j'ai. Du coup c'est une machine, comme je l'ai dit tout à l'heure, de brevet japonais. Donc on le voit parce que en fait si vous comparez avec d'autres machines, ça se voit quand même assez facilement. Donc là on va avoir l'emplacement des aiguilles, et puis on va voir la barre mousse en dessous. Voilà un peu. Donc cette machine Brother, c'est une machine électronique. Donc là il y a tout le panel de configuration électronique. Donc c'est une machine qui avait des motifs préenregistrés, mais celle-ci en fait je l'ai modifiée, j'ai refait un petit peu de soudure et tout pour avoir une carte, on la voit un tout petit peu en haut de l'écran, une carte Arduino pour pouvoir la brancher à un PC moderne en USB. Je pourrais faire aussi une présentation plus détaillée de ces modifications par la suite, surtout que je vais le faire sur ma Brother 910. Enfin bref. Du coup, toutes les machines japonaises vont se ressembler un petit peu. Surtout les modernes, ce que j'appelle moderne, c'est après les années 80. Mais il va y avoir des fonctionnalités qui vont différer sur les chariots. Déjà d'une marque à une autre, il va pas y avoir les boutons aux mêmes emplacements. Et aussi, d'un modèle de machine à un autre modèle de machine, il va y avoir des options différentes. Voilà un peu. Mais le principe de fonctionnement des chariots va être le même. Son but c'est forcément d'avancer les aiguilles et puis de les manipuler. Donc voilà. Donc ensuite on va avoir le lit d'aiguille qui est juste en dessous. Le chariot va passer dessus et va pouvoir les manipuler. Pour les manipuler, si on regarde sous le chariot, hop,
Il est assez propre. J'ai tricoté de l'alpaga juste avant de tourner la vidéo, donc il peut y avoir encore un petit peu de poussière d'alpaga. Ça peluche pas mal. Enfin, ça perd pas mal de poils. Et donc là, c'est le fonctionnement du chariot. Les aiguilles rentrent d'un côté et elles passent un petit peu dans ce labyrinthe-là pour avancer aux bons endroits, au bon moment. Voilà. Hop. Je remets le chariot en place. Donc les aiguilles, elles sont là. Comme je disais tout à l'heure, il y a une aiguille pour une maille. Les mailles sont sur les aiguilles et du coup, en avançant et en reculant, le chariot va ramener le fil qui va tricoter la maille. Voilà. On peut voir en dessous, il y a un système de numérotage pour numéroter les aiguilles, ce qui aide énormément à compter nos aiguilles. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne suis pas centré sur le 0 avec la caméra, il faudra peut-être que j'essaye de me centrer. En règle générale, quand on fait un projet, on essaie de faire le projet qui soit centré sur 0. Donc par exemple, si je fais une chaussette en 72 mailles, j'ai envie d'avoir 36 mailles d'un côté du 0 et 36 mailles de l'autre côté du 0. Donc voilà, il faudra que je décale un peu la caméra. Et ensuite, hop, on a ici la fonture avant, pour ici la double fonture. Si vous avez regardé la vidéo de Lysandre, vous avez vu qu'on a fait des côtes. Et donc pour faire des côtes, il nous fallait cette fonture avant. Donc par exemple, si on veut faire des côtes 1-1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir une aiguille en haut, une aiguille en bas, une aiguille en haut, une aiguille en bas, et ainsi de suite, pour pouvoir faire nos côtes. Pourquoi ? Parce que la fonture arrière, elle va nous faire des mailles en droit. Et la fonture avant, elle va nous faire des mailles envers. Donc comme ça, on va avoir notre alternance, une maille en droit, une maille envers. Et donc ce chariot, il va également avoir des paramétrages, on pourra revenir plus en détail dans une autre vidéo, qui fait que ça va manipuler les aiguilles d'une manière ou d'une autre. Au niveau des paramétrages des chariots, si je reviens un petit peu dessus, déjà on peut voir l'élément principal du chariot, ça va être cette grosse molette qui est là en plein milieu. Et donc ça c'est quelque chose de récurrent sur les machines à tricoter, cette grosse molette là, peu importe le brevet, puisque c'est elle qui va gérer la tension que l'on va donner à notre maille. Donc plus on va être petit, plus on va faire une maille serrée, plus on va être gros, plus on va faire une maille lâche. Donc si on va tricoter un fil un petit peu fin, on va plutôt être vers le bas. Si on fait un fil, donc par exemple sur cette machine en fingering, pour des chaussettes, je me mets en général sur du 5. Ou si on va faire si on va tricoter un fil qui va être plus sport, on va plutôt se mettre plus haut, 8, 9, 10. Donc voilà un peu le but de ce réglage de tension ici. Et là on va avoir d'autres options. Ça c'est vraiment assez spécifique à la marque des machines. Donc là par exemple je vais pouvoir avoir un mode hors travail. Donc avec ce mode hors travail, mes aiguilles ne vont pas être tricotées dans certains cas. Ça permet par exemple de faire quand on fait un tube, on va tricoter dans un sens en haut et on va tricoter dans un autre sens en bas. Donc quand on va aller dans un sens en haut, on va potentiellement mettre en hors travail ici pour que quand je bouge mon chariot de gauche à droite, pour que quand je bouge mon chariot par exemple là, de gauche à droite, il me tricote les aiguilles. On a vu qu'elles ont été tricotées. Et quand je bouge dans l'autre sens, ici les aiguilles elles ne bougent pas, elles sont pas tricotées. Donc voilà un peu pour cette fonctionnalité. Ici sur ce chariot c'est vraiment spécifique à ce modèle, on va avoir un double bouton. Donc là pour faire du jacquard et là pour faire de la dentelle, le bouton d'en dessous. Hop. Oh, il passe pas. J'ai jamais fait de dentelle sur ce chariot. Mais oui, en même temps, j'ai les aiguilles sélectionnées, donc ouais, voilà, là il est passé. Et donc ouais, on va pouvoir faire de la dentelle sur ces machines. J'en ai jamais fait, donc je sais pas trop comment ça marche. Et là, on va pouvoir faire des jetés aussi. Donc voilà, c'est des options vraiment spécifiques sur la machine. On pourra voir je pourrais montrer le chariot d'une Ampizal aussi, et puis on verra d'une Silveride, pardon. Et on verra que ces réglages sont différents. Voilà un petit peu. Chariot du bas, on a également le réglage de tension, et puis on a également les boutons hors travail qui sont ici, et puis le bouton jeté qui est là. Enfin, là c'est vraiment très spécifique
très spécifique à ce chariot, mais au moins ça donne un petit peu un overview. Donc voilà. Sinon, alors, dernier élément que je voulais montrer un petit peu dans cette intro machine à tricoter, c'était le fonctionnement des aiguilles à tricoter. C'est un fonctionnement qui est quand même super simple, et c'est ça la base de la machine à tricoter qui fait que on peut créer des mailles de manière mécanique. Donc là j'ai sorti un crochet remailleur qui est un outil qui est fourni avec les machines, qui est super utile dans le cas où par exemple on a une maille qui tombe, pour pouvoir retricoter toute la colonne, l'échelle qui aura été créée. Si vous avez déjà fait tomber une maille en tricot main, vous saurez que ça arrive quand même d'avoir à retricoter une colonne. Ça sert aussi si jamais ça sert aussi si pardon, j'essaie de régler l'autofocus. Hop. Si on veut faire des côtes avec une seule fonture, on va pouvoir aussi utiliser ce genre de crochet pour pouvoir les tricoter. C'est un des outils essentiels à la machine à tricoter qu'on va utiliser très souvent. Dans les autres outils, on va avoir par exemple là un long crochet pour pouvoir récupérer la maille quand elle tombe. Donc comme ça on va pouvoir rentrer entre les deux fontures et puis aller la pêcher un peu. Il va y avoir d'autres outils, donc là où j'ai les deux en un, donc le crochet pour aller la choper et le crochet remailleur de l'autre côté. Et puis on va avoir des outils de transfert aussi comme celui-ci où là je vais pouvoir par exemple récupérer 3 mailles sur 3 aiguilles différentes pour pouvoir les bouger d'un côté ou d'un autre. Donc super utile quand on veut faire des augmentations, des diminutions ou bien même des torsades. Mais là oui, si je reviens à mes moutons, ce que je voulais montrer c'était le fonctionnement de l'aiguille, et donc là par exemple avec le crochet remailleur, on a exactement la même chose que ce qu'on a sur une aiguille. Donc j'ai pris du fil, là du fil rouge, j'espère qu'on verra bien les mailles. Et donc pour rappel, sur une aiguille on n'a qu'une seule maille. Donc là j'ai fait un nœud coulant pour représenter la première maille. Mais on va pouvoir en tricoter ensuite plusieurs. Donc ce que la machine elle fait d'abord, c'est que elle vient avancer notre aiguille. Comme notre tricot, lui, va être plaqué contre la machine, notamment avec des poids qui vont être mis en dessous, le tricot, lui, il bouge pas. Donc, on va avoir notre aiguille qui avance, et là, la maille, elle passe le clapet, celui-ci. Notre chariot, lui, ensuite, il vient, il nous met le fil dans le crochet de l'aiguille, et ensuite, il vient retirer l'aiguille, donc la déplacer en arrière. Et donc là, on voit que notre maille, j'ai dû l'aider un petit peu avec le doigt, mais voilà, notre maille vient d'être créée. On en a une deuxième. Et comme ça, je peux en faire encore d'autres. Je sais pas si vous avez déjà vu sur internet, il y a des tutoriels pour se créer des petits outils pour créer des I-cords. Et donc souvent, ces outils-là, c'est 3 aiguilles de machine à tricoter comme celle-ci, qui auront été accrochées ensemble. Et l'association de ces 3 aiguilles va nous permettre de faire des I-cords. Et donc là, c'est le même fonctionnement que celui-ci. Hop. Et donc voilà, pour le fonctionnement de cette aiguille à tricoter. Et donc dernier point de cette vidéo, je me suis dit qu'on allait quand même pas s'arrêter comme ça sans voir la machine en train de fonctionner, en train de tricoter. Donc on va pouvoir faire par exemple un petit échantillon qui est quand même un petit peu la base de l'utilisation de la machine à tricoter, puisque à chaque fois qu'on veut démarrer un projet, il faut faire un échantillon, n'est-ce pas Lysandre? Et voilà, on va pouvoir le tricoter. Et comme ça me permettra de tester un petit peu mon setup de caméra aussi pour créer l'échantillon. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que, première étape, on met le compteur de rang à 0. Pour éviter d'avoir à compter chaque passage de chariot, on a un compteur de rang qui est intégré à la machine, et à chaque fois que le chariot passe, hop, là on voit qu'il a été incrémenté de 1, de 2, de 3, et ainsi de suite.
Hop, là il est à 0, c'est bon. Ensuite, je vais sélectionner les aiguilles que je veux pour cet échantillon. Donc là, pour aller vite, je vais faire un tout petit échantillon. Par exemple, je vais sélectionner 10 aiguilles. Donc là, je les sélectionne dans cette position tout au fond. Sur la machine, on a 3 positions. Donc la position A ici, qui est les aiguilles qui ne sont pas sélectionnées. Donc ces aiguilles-là, elles vont servir à rien. La position B, donc ça c'est la position principale des aiguilles qui vont être tricotées. Et ensuite, en fonction des marques de machine, cette position-là, elle change un petit peu. Là, sur une browser, c'est une position D. Elle s'appelle D. Ouais, ça passe de B à D, je sais pas trop pourquoi. Cette position-là, elle va être utile quand on va tricoter, par exemple, du jacquard. Les aiguilles dans cette position ici vont tricoter la couleur contrastante du jacquard. On pourra voir une autre fois en détail comment le jacquard fonctionne sur ce type de machine. Et ici en position E, c'est les aiguilles qui ne vont pas être tricotées en fonction de certains réglages. Donc ces positions-là aident par exemple quand on veut faire des rangs raccourcis, qu'on ne veut pas tricoter une certaine partie de notre projet. Par exemple quand on fait le talon des chaussettes sur les côtés, on va pouvoir augmenter cette zone puis ensuite la diminuer. Voilà. Donc là je les mets ici, ce qui va m'aider à faire mon montage. Je prends mon fil et là je vais faire la technique du EVAP pour pouvoir monter mes mailles. Donc je vais aller un petit peu vite là-dessus parce que c'est pas le but de cette vidéo d'expliquer en détail comment ça marche. Mais l'idée c'est juste que je tourne mon fil autour des aiguilles pour créer les premières mailles. C'est peut-être la technique, l'une des techniques les plus rapides et les plus efficaces pour monter des mailles sur les machines japonaises. En tout cas, c'est une de mes préférées. Ensuite, je l'ai fait hors caméra, j'aurais dû le faire face à caméra, pardon. J'ai mis mon fil dans mon feeder qui est ici, dans le slot A. Donc ce slot A, c'est pour la couleur principale. Et ici, on en a un autre, le B, qui va nous permettre, par exemple, quand on tricote du jacquard, d'avoir la couleur contrastante qui va être ici. Donc là, mon chariot, je vais le régler en tension 5. En règle générale, c'est ce que j'utilise pour ce type de fil. Donc là, on est sur du fingering, 400 mètres au 100 grammes. Et je ne fais aucun réglage supplémentaire sur mon chariot parce que par défaut, ça va me tricoter tout en endroit normal. Et donc là, si je passe mon chariot dessus, hop, on peut voir que déjà mes aiguilles elles sont passées de la position E à la position B et il y a des boucles en plus, donc il y a bien des mailles qui ont été tricotées. Ensuite, pour les premiers rangs sur ce type de montage, ce que je fais toujours, c'est que je sors mes aiguilles de nouveau en position E, ce qui va me permettre d'aider le chariot à bien les tricoter. Donc je fais ça sur les 3-4 rangs, le temps d'avoir suffisamment de rangs pour pouvoir placer mes poids. Le petit dernier. Hop. Et là je vais venir avec mes poids qu'on appelle des poids lisières qui se mettent sur le côté des tricots pour pouvoir mettre un petit peu de poids sur les côtés, ce qui évite que le tricot roulotte et donc qui tombe des aiguilles. Hop, j'en mets un de ce côté, un autre de ce côté, et là tout de suite on voit que les mailles elles sont tombées vers le bas. Alors, je sais pas si à la caméra on l'a bien vu, je verrai au post-processing, et sinon si besoin sur les vidéos d'après je ferai des zooms pour mieux voir. Et ensuite là, je suis bon, je peux passer mon chariot de droite à gauche, de gauche à droite, et ainsi de suite. Hop. Et là, on a une belle section déjà qui a été tricotée. Donc là, comme c'est un tout petit échantillon juste pour montrer, je vais juste couper mon fil. Retirer les poids pour éviter de les choper sur le pied. Et si je passe mon chariot à vide sans aucun fil,
j'ai mon tricot qui tombe. Donc faut faire assez attention en fonction des projets. Quand on n'a pas envie que ça arrive, ça peut arriver assez facilement. Du coup voilà, j'ai mon petit échantillon qui a été tricoté. Donc là j'ai mes 10 mailles. Ça a été assez rapide, mais c'est qu'un rectangle. Si jamais j'avais voulu faire des augmentations, des diminutions, des torsades, enfin peu importe, ça m'aurait pris quand même beaucoup plus de temps. Mais ça c'est vraiment la fonctionnalité de base de ces machines, donc ça va assez vite pour la faire. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des parties où j'ai pas été forcément très clair, pas très pédagogue, je peux revenir dessus dans une autre vidéo, peu importe. Et si jamais vous avez des retours à faire sur la gestion de la caméra, de la lumière, enfin peu importe, les vibrations, j'ai vu qu'en tricotant la caméra elle vibrait pas mal. Surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis j'essaierai de m'adapter au fur et à mesure. Et voilà, merci, à bientôt.